Elle m'a présenté comme son colocataire devant ses amis. Il est sympa, mais ce n'est rien de sérieux, a-t-elle dit pendant que je portais les sacs de course. 2 semaines plus tard, elle est arrivée dans un appartement vide. Il ne restait qu'un mot sur le réfrigérateur, ton colocataire a trouvé un autre endroit. Le matin où j'ai quitté la maison d'Aurore, la première chose que j'ai mise dans le carton n'a pas été ni des vêtements ni des documents, mais une cafetière italienne, une de ces cafetières en aluminium que l'on pose directement sur la cuisinière. Je l'avais achetée au vide-grenier d'un village près de Montpellier un dimanche, en marchandant avec un monsieur qui vendait de la vaisselle d'occasion au milieu des étals de fruits et légumes locaux. J'ai payé 4 €. Aurore a toujours dit que cette cafetière était ridicule, qu'à quoi bon avoir ça s'il y avait du Nescafé. C'est peut-être pour cela que ce fut la première chose que j'ai emballée, mais ce n'est pas la cafetière qui m'a fait quitter cette maison. Ce fut une phrase que j'ai entendue un jeudi à 23 h, debout derrière une porte entr'ouverte, les pieds nus sur le carrelage froid du couloir. Je vais y venir, mais j'ai d'abord besoin que vous compreniez comment c'était de vivre avec Aurore, car les choses ne se brisent pas du jour au lendemain. Elle se fissure lentement, comme les murs des vieux bâtiments du centre historique de Montpellier après des années de négligence. Tu vois la fissure et tu penses, ça tient. Jusqu'au jour où ça ne tient plus. J'avais 31 ans quand nous avons emménagé ensemble. Cela faisait 10 mois que nous sortions ensemble. Je m'appelle Thibaut. Oui, comme beaucoup dans les villages de l'arrière-pays, et je travaille comme installateur de systèmes photovoltaïques pour une entreprise qui opère dans les vallées de l'Hérault. Je passe mes journées sur les toits des autres, à mesurer des inclinaisons, à connecter des onduleurs, à transpirer sous un soleil qui, à Montpellier, ne pardonne pas, même en février. C'est un travail qui me plaît parce qu'il a une logique. Tu mesures, tu calcules, tu installes, ça fonctionne. Les gens ne fonctionnent pas comme ça. Aurore était coordinatrice d'événements dans un hôtel-boutique près de la place de la Comédie. Un de ces endroits où un apéritif coûte 10 € et où la terrasse a des plantes que quelqu'un arrose à 5 h du matin pour qu'elles soient parfaites quand les clients descendent prendre le petit déjeuner. Son travail consistait à être charmante avec des inconnus 8 heures par jour. Elle le faisait bien, trop bien peut-être, car lorsqu'elle rentrait à la maison, le charme s'éteignait comme un interrupteur. Au début, je comprenais. Elle est fatiguée, elle gère des gens toute la journée. C'est normal qu'en arrivant elle veuille du silence, mais il y a une différence entre vouloir du silence et te traiter comme si tu étais un meuble que quelqu'un a oublié de sortir en déménageant. Les premiers mois ont été bons. Nous cuisinions ensemble le dimanche. Nous allions au marché des arceaux pour acheter des produits frais, du fromage de chèvre et du saucisson. Elle m'a appris à faire une tisane douce aux fleurs locales, qui est une chose étrange ayant le goût de l'enfance de quelqu'un d'autre. Je lui ai réparé le ventilateur qui était en panne depuis 2 ans dans sa chambre. Nous avons peint le salon d'un vert qu'elle a choisi et que j'ai détesté en silence pendant 14 mois. Ces choses normales que font les couples quand ils se voient encore comme des personnes et non comme des fonctions. Le changement a été graduel. Ça a commencé avec les assiettes. Je ne veux pas dire qu'elle a arrêté de les laver, ça, nous le faisions à tour de rôle. Je veux dire qu'elle a commencé à laisser ses assiettes sales sur les miennes, déjà lavées et égouttées, comme si mon ordre était une surface disponible. Je les déplaçais sans rien dire. Ensuite, ce furent les clés. Chaque fois que nous sortions, elle supposait que je portais celles de nous deux. Si j'oubliais les siennes, c'était de ma faute. Ensuite, ce fut les courses. Je faisais la liste. J'allais au Leclerc du quartier. Je portais les sacs dans les escaliers de l'immeuble. Je rangeais tout. Elle inspectait le réfrigérateur comme quelqu'un qui vérifie le travail d'un employé. Un jour, je l'ai trouvée en train de parler au téléphone avec son amie Mathilde. Elle ne cachait pas l'appel. Elle était dans le salon avec le haut-parleur activé, en train de se limer les ongles. Je venais de la salle de bain. Non, non, ce n'est pas que je ne l'aime pas, disait-elle avec cette voix légère qu'elle utilisait pour les clients de l'hôtel. C'est qu'il est très basique, tu comprends? Comme, je ne sais pas, il est fonctionnel, il me répare les choses, il paie la moitié et il ne dérange pas, mais ce n'est pas quelqu'un dont je me vanterais. Je suis resté planté dans le couloir. Elle ne m'a pas vu. Mathilde a lâché un petit rire. C'est-à-dire, c'est ton colocataire avec des avantages? Un peu ça. Mon colocataire qui débouche aussi les canalisations. Elles ont ri toutes les deux. J'ai fait demi-tour vers la salle de bain, j'ai fermé la porte sans faire de bruit et je me suis assis sur le couvercle des toilettes.
Mes mains tremblaient, pas de colère, de quelque chose de pire, de reconnaissance, car au fond, une partie de moi savait déjà que c'était exactement ce que j'étais pour elle, seulement je ne l'avais jamais entendue à voix haute avec des rires en fond. Cette nuit-là, je n'ai rien dit. Je me suis couché, je lui ai tourné le dos et je suis resté à regarder le mur vert qu'elle avait choisi. J'ai pensé à la cafetière italienne, à la façon dont Aurore disait qu'elle était ridicule, à la façon dont tout ce qui comptait pour moi était ridicule, basique ou inutile dans son vocabulaire. Mais je ne suis pas parti cette nuit-là. Les gens ne fonctionnent pas avec la logique des panneaux solaires. Parfois, tu sais que quelque chose ne produit pas d'énergie et tu continues à le brancher, en espérant que l'inclinaison change. La deuxième fois a été pire. 3 semaines après l'incident du téléphone, Aurore a organisé un dîner à la maison pour son groupe d'amis de l'hôtel. C'étaient 5 femmes qui travaillaient dans le tourisme et l'hôtellerie, toutes avec ce vernis de sympathie professionnelle qui se remarque à des kilomètres. J'ai préparé des amuse-bouches, de la tapenade, des canapés, une sauce au poivron que j'ai apprise de ma tante Geneviève à mon village natal près de Béziers et j'ai acheté un vin rosé local qui a coûté 23 € dans une cave de la ville. Aurore ne m'a pas demandé de rester pour le dîner, mais elle ne m'a pas non plus demandé de partir, elle a simplement agi comme si je n'existais pas. Je me suis assis dans la chambre avec l'ordinateur portable, travaillant sur un devis. De là, j'entendais les rires, le tintement des verres à vin, la musique que quelqu'un avait mise depuis son portable. À 23 h, je me suis levé pour prendre un verre d'eau. Le couloir était sombre. La porte du salon était entr'ouverte. Je me suis arrêté parce que j'ai entendu mon nom. Thibaut est comme la climatisation, disait une voix que je n'ai pas reconnue. Tu ne le remarques pas jusqu'à ce qu'il manque. Aurore a ri. Pire, la climatisation rafraîchit au moins. Thibaut est plutôt comme la bonbonne d'eau. Il est là, il remplit sa fonction et quand elle est vide, tu en demandes une autre. Une autre voix. Et tu ne t'ennuies pas? M'ennuyer serait lui donner trop de crédit. Il ne m'ennuie ni ne m'amuse. Il est simplement là comme le chauffe-eau, mais il paie la moitié. Il paie la moitié, il répare tout ce qui tombe en panne et il ne me fait pas de drame. Trouver ça n'est pas facile. C'est-à-dire que tu l'as pour l'entretien. Aurore a baissé la voix, mais le couloir amplifiait tout. Écoute, je sais ce que j'ai. Ce n'est pas l'amour de ma vie, c'est un investissement dans le confort. Quand je trouverai quelque chose de mieux, eh bien je verrai. C'était là. Ce n'était pas une blague téléphonique avec une amie, c'était une déclaration de principe devant un jury. J'étais une infrastructure, une bonbonne d'eau, un chauffe-eau. Je suis retourné dans la chambre sans le verre d'eau. Je me suis assis au bord du lit et je suis resté à regarder les ombres que la lumière de la rue projetait au plafond. Les panneaux solaires ont un point de puissance maximale. C'est le point exact où la combinaison de tension et de courant produit la plus grande quantité d'énergie. Si tu fonctionnes en dessous de ce point, tu gaspilles du potentiel. Si tu fonctionnes au-dessus, tu brûles le système. Je fonctionnais depuis des mois en dessous de mon point de puissance maximale et Aurore ne le remarquait même pas, car pour elle, je n'étais pas un système qui génère de l'énergie, j'étais un appareil électroménager qui consomme. Je n'ai pas fait de scène cette nuit-là, je ne suis pas sorti pour l'affronter, je n'ai rien cassé, je me suis couché, j'ai respiré et pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de penser à la possibilité de partir, non pas comme une fantaisie de vengeance, mais comme un plan d'action. Le lendemain, jeudi, je me suis levé avant elle, j'ai préparé du café dans la cafetière italienne, le rituel qu'elle jugeait ridicule, et je me suis assis dans la cuisine pour faire les comptes. J'avais des économies, 5 500 € sur un compte qu'Aurore ne connaissait pas parce qu'elle n'avait jamais demandé. Mon salaire suffisait pour un appartement seul si je descendais de quartier. Le bail de l'appartement actuel était à nos deux noms, mais la propriétaire, Madame Josette, vivait à l'étage du dessous et m'aimait bien car je lui avais installé un chauffe-eau solaire gratuitement l'année dernière. J'ai passé 3 appels avant 9 h du matin. Le premier à mon ami Grégoire, qui a un petit appartement dans le quartier de Figrolles, près du parc. Il était vide depuis que son locataire était parti. Je te le laisse à 250 € par mois, mon vieux. Sans garant, sans problème. Tu as juste à prendre soin de mes pots de fleurs sur le toit. Le deuxième appel fut pour Madame Josette. Je lui ai expliqué que j'allais déménager. Elle a poussé un long soupir et a dit, « Oh, mon fils, ça se voyait venir. Je vous entendais d'en bas. » Elle crie joliment, mais elle dit des choses moches.
Je n'ai pas demandé ce qu'elle avait entendu. Ça n'avait pas d'importance. Le troisième appel a été pour Orange afin de changer le titulaire du forfait familial que je payais. 38 minutes d'attente, mais chaque seconde en valait la peine. Aurore s'est réveillée à 10 heures. Elle avait son jour de congé. Elle m'a trouvé en train de laver la vaisselle de son dîner. Il reste de la tapenade, a-t-elle dit sans me regarder, en vérifiant son portable. C'est dans le frigo. Tu pourras aller chercher une bonbonne d'eau. Elle s'est terminée hier soir. L'ironie m'a frappé à l'estomac, mais je n'ai rien dit. Oui, tout à l'heure. Je ne suis jamais allé chercher cette bonbonne. Il m'a fallu 5 jours pour tout organiser. 5 jours de sourires mesurés, de réponses courtes, d'agir exactement comme l'appareil électroménager qu'elle croyait que j'étais. Pendant ce temps, le matin, avant qu'elle ne se réveille, je sortais des affaires de l'appartement dans un sac à dos. Des documents importants le lundi, des outils le mardi, des vêtements d'hiver le mercredi. Chaque voyage se terminait dans l'appartement de Grégoire, où j'accumulais ma vie dans des cartons classés par catégorie, comme quelqu'un qui installe un nouveau système panneau par panneau. Le samedi, Aurore est partie pour un mariage à 7. 3 jours à l'extérieur. Elle m'a donné un baiser sur la joue en partant. Le geste automatique de celui qui ferme une porte sans regarder s'il est resté quelque chose à l'intérieur. Et elle est montée dans un Uber avec une valise rose et des lunettes de soleil qui avaient coûté ce que je gagne en une semaine. J'ai attendu que la voiture disparaisse au coin de la rue. Ensuite, j'ai appelé mon frère Lucien, qui vit à Moguio et qui possède une camionnette Peugeot qui sent le chien mouillé et l'engrais. Il est arrivé en 40 minutes avec 2 sacs en toile vide et une attitude d'opération militaire. Tout ? A-t-il demandé depuis la porte. Tout ce qui est à moi. Et pour elle ? Intact. Je ne suis pas comme ça. Lucien m'a regardé avec cette expression qu'ont les grands frères quand ils veulent dire « je te l'avais bien dit ». Mais ils se retiennent. Allez, alors. Nous avons commencé par la chambre. En 3 heures, l'appartement a été divisé en 2 catégories, ce qui était à elle et le vide. Mon côté du placard dégagé, mon étagère de la salle de bain propre, mes livres, mes outils, ma boîte de documents, la cafetière italienne, la poêle en fonte que ma mère m'a offerte quand j'ai quitté mon village. Les rideaux de la chambre que j'avais achetés parce que ceux qu'elle avait été déchirés, le tout dans la camionnette de Lucien, attaché avec de la corde comme si nous déménagions un stand de marché. Avant de partir, j'ai nettoyé la cuisine, pas pour elle, pour moi, par habitude, parce qu'on ne laisse pas un endroit sale, même si cet endroit a fait mal. J'ai laissé les clés sur le comptoir de la cuisine à côté d'un mot que j'ai écrit au dos d'un reçu du supermarché. Le mot disait « Ton colocataire a trouvé un autre endroit. Bonne chance avec le chauffe-eau. » Lucien a lu par-dessus mon épaule et a lâché un rire sec. Salaud. Je n'ai rien dit. J'ai fermé la porte avec un clic qui a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. L'appartement de Grégoire à Figrolles était petit. Salon, cuisine, salle à manger dans un seul espace. Une chambre avec une fenêtre donnant sur une cour intérieure où une dame du rez-de-chaussée étendait son linge à toute heure et une salle de bain avec une douche électrique qui faisait un bruit d'animal blessé chaque fois qu'on ouvrait l'eau chaude. Mais il était à moi, enfin, loué, mais habité uniquement par moi. Et cela le rendait mien d'une manière que l'appartement avec Aurore n'avait jamais été. Cette première nuit-là, j'ai dormi 9 heures d'affilée. Je ne me souviens pas de la dernière fois que cela m'était arrivé. Le dimanche après-midi, pendant que je déballais des cartons et rangeais des livres dans un meuble en bois que Grégoire avait laissé, mon téléphone a commencé à vibrer. Aurore. J'ai regardé l'écran comme on regarde un feu de circulation en panne, avec méfiance et un peu de curiosité. Je n'ai pas répondu. Il a vibré 3 fois de plus. Ensuite, un SMS est arrivé. Thibaut, qu'est-ce qui se passe? Je suis arrivé et il n'y a rien à toi. On t'a cambriolé? On l'a cambriolé. C'était sa première hypothèse. Pas que je sois parti par dignité, que quelqu'un était entré pour voler mes affaires, parce que mes affaires n'avaient pas assez de valeur pour que je décide de les emporter. Seul un voleur ferait ça. J'ai répondu par un texto. On ne m'a pas cambriolé. Je suis parti. Silence de 3 minutes. Ensuite l'appel. Comment ça tu es parti? Sa voix avait cette texture de quelqu'un qui ne comprend pas encore la blague. Ou. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Ce n'était pas la peine.
Je ne suis rien de sérieux. Non. Un autre silence plus long. Je pouvais entendre le bruit de la rue derrière elle, le klaxon d'une voiture, une musique lointaine. Tu as entendu la conversation avec les filles? J'en ai entendu assez. Thibaut. C'était une blague. Nous avions bu. Tu sais comment devient Mathilde. Elle exagère tout et je rentre dans son jeu. Ce n'était pas sérieux. La bonbonne d'eau non plus n'était pas sérieuse, n'est-ce pas? Ni le chauffe-eau, ni la climatisation. Oh, ça va. Ne sois pas dramatique. Reviens et on en parle. Où es-tu? Dans mon appartement. Ton appartement, c'est ici. Plus maintenant. J'ai raccroché. J'ai éteint le téléphone. J'ai fini de ranger les livres. J'ai mis la cafetière italienne sur la cuisinière et j'ai attendu que le café monte avec ce gargouillement sourd qui sonne comme une patience récompensée. Je me suis servi dans une tasse en céramique que j'ai achetée au marché le mois dernier. Le café était amer et parfait. J'ai allumé le téléphone le lendemain matin, 17 messages d'Aurore, 4 appels manqués de Mathilde et un message vocal d'un numéro que je ne connaissais pas. Les messages d'Aurore suivaient un arc narratif prévisible. Incrédulité, colère, chantage, tristesse performative et de retour à la colère. Ceux de Mathilde étaient des variations de ne sois pas exagéré et elle t'aime à sa façon. Le message vocal était de Baptiste, un type du groupe d'amis d'Aurore que j'avais vu à 3 fêtes et avec qui j'avais échangé exactement 14 mots dans ma vie. Et, mon frère, Aurore est vraiment perturbée. Elle dit que tu es parti comme ça, sans plus. Tu ne penses pas qu'au moins tu lui devais une explication? Nous sommes tous un peu inquiets. Inquiets tous. Le comité des personnes qui me connaissaient comme celui qui débouche les canalisations était maintenant inquiet. J'ai effacé le message et je suis allé travailler. Au bureau, mon patron Marcel, un homme de 62 ans qui semble taillé dans le bois et qui ne parle que lorsqu'il a quelque chose qui vaut la peine d'être dit. Il m'a vu arriver et a hoché la tête. Tu as l'air différent. Je n'ai pas demandé à quoi il faisait référence. J'ai fait mon travail. 3 installations cette semaine-là. Une dans une école rurale près de Montferrier-sur-Lay, une autre dans un restaurant de la ville et la 3e dans une maison particulière à Castelnau-le-Lay, une de ces maisons avec un immense jardin et une piscine où le propriétaire t'offre un verre d'eau, mais ne t'invite jamais à t'asseoir. Le mercredi, Aurore est apparue à mon travail. Elle m'attendait sur le trottoir dehors, adossée au mur, avec une robe blanche qui contrastait avec la façade grise du bâtiment industriel. Elle était belle. Elle était toujours belle. Ce n'était pas le problème. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit avant que je n'ouvre la bouche. Parle. Non, ici nous allons déjeuner. Je t'invite. Je n'ai pas faim. Thibaut, s'il te plaît, accorde-moi 20 minutes. Je l'ai regardée. Elle avait les yeux un peu rouges, mais son maquillage était impeccable. Effort calculé. Vulnérabilité avec filtre. 10 minutes. Ici, sa mâchoire s'est serrée, mais elle a hoché la tête. Nous nous sommes assis sur un banc en béton devant un atelier de mécanique. Le bruit d'un compresseur en fond, une odeur d'huile brûlée. Rien de romantique. Parfait. Je me suis trompé, a-t-elle commencé. Ce que j'ai dit cette nuit-là était horrible. Je me vantais devant les filles, je jouais à la femme forte, celle qui ne dépend de personne. C'est un masque que je porte au travail et parfois j'oublie de l'enlever. Ce n'était pas un masque, c'était un résumé exécutif. Ne me fais pas ça. Tu sais que je t'aime. Je sais que tu aimes que je paie la moitié, que je répare ce qui tombe en panne et que je ne pose pas de questions. Ce n'est pas aimer, c'est un contrat de maintenance. Aurore s'est mordu la lèvre. J'ai vu comment elle préparait la phrase suivante, comment elle la mesurait, comment elle la décorait avant de la lâcher. Je peux changer. Donne-moi un mois. Allons en thérapie. J'arrête de voir Mathilde si ça te dérange. N'importe quoi. Je ne veux pas que tu arrêtes de voir qui que ce soit. Je veux que lorsque tu parles de moi avec quelqu'un, tu n'aies pas à inventer une version dont tu aies honte. Je n'ai pas honte de toi. Tu as dit à 5 personnes que j'étais une bonbonne d'eau. C'était une analogie stupide. Les analogies révèlent ce que les mots directs cachent. Elle est restée silencieuse. Le compresseur de l'atelier s'est éteint et pendant un moment on a entendu que le vent traînait des ordures sur le trottoir.
Un chien errant nous a regardés depuis le coin avec cette indifférence sage qu'ont les chiens de Montpellier. Alors, c'est définitif? A-t-elle demandé? C'est conséquent. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? L'appartement est super cher pour moi toute seule. Madame Josette m'a déjà demandé si j'allais renouveler le bail. Ça, ce n'est plus mon problème. Et comme ça, 4 ans ensemble et tu pars pour quelques blagues. Dis-moi en tant que petits amis et 14 mois à vivre ensemble. Ce n'est pas 4 ans et ce n'était pas des blagues, c'était la vérité que tu pensais que je ne méritais pas d'entendre. Elle s'est levée. Elle avait les yeux humides, mais la posture droite. Aurore ne s'effondre jamais en public. Cela fait partie de l'entraînement. Tu vas le regretter. A-t-elle dit d'une voix qui essayait d'être ferme, mais qui se brisait sur les bords. Peut-être, mais je vais le regretter dans mon propre appartement, avec ma propre cafetière et sans que personne ne me compare à une bonbonne d'eau. Elle est partie en marchant vite, ses talons claquant sur le béton comme une machine à écrire furieuse. Elle ne s'est pas retournée. Je suis resté assis sur le banc jusqu'à ce que Marcel sorte et s'arrête à côté de moi sans rien dire. Il a allumé une cigarette, a tiré 3 longues bouffées et a dit « Le soleil se lève pour tout le monde, mais tout le monde ne place pas les panneaux où il faut. » Il est rentré dans le bâtiment. Marcel est comme ça. Il lâche une phrase par jour et elle tombe toujours là où elle doit tomber. Les semaines qui ont suivi ont eu cette texture étrange des débuts, inconfortable et pleine d'espoir en même temps. L'appartement de Grégoire sentait l'humidité les premiers jours jusqu'à ce que j'ouvre toutes les fenêtres et que je laisse l'air de Montpellier, cet air qui sent la mer lointaine, le pain frais et un peu le trafic, emporter le vieux. J'ai peint les murs en blanc, pas de verre. J'ai acheté une petite table dans un marché de la ville pour 17 €. J'ai poncé les pieds et je les vernis. Elle était inégale, mais honnête, comme les choses que l'on fait sans demander la permission. J'ai commencé à courir le matin. Je sortais à 6 heures, quand le centre-ville est encore à moitié endormi, et les seuls dans la rue sont les commerçants qui ouvrent les boulangeries et les chiens qui rôdent à la recherche de leur premier morceau de la journée. Je courais vers le parc du Peyrou, je faisais 2 tours du parc et je rentrais en sueur, les jambes tremblantes et la tête dégagée. Je ne pensais pas à Aurore pendant ces courses, je pensais aux onduleurs, aux devis, à la maison de Montferrier-sur-Lay, où le directeur de l'école m'a dit que grâce aux panneaux, ses élèves pouvaient enfin utiliser les ordinateurs sans que le courant ne saute toutes les heures. Aurore a essayé 2 fois de plus. La première fut un long message de type lettre où elle mélangeait excuses et reproches. Je reconnais que j'ai été cruel, mais tu es aussi coupable de ne jamais dire ce que tu ressens. La deuxième a été par l'intermédiaire de Mathilde qui m'a appelé un vendredi soir avec une voix de vin et de bonnes intentions. Et, Thibaut, Aurore souffre vraiment pour de bon. Tu ne crois pas que tu exagères? Nous disons toutes des choses moches sur nos conjoints quand nous sommes entre amis. C'est normal. Ce qui est normal n'a pas à être acceptable, lui ai-je dit. Oh, arrête d'être si philosophique. C'est une relation, pas un discours. Exactement, c'est une relation et dans les relations les mots comptent. J'ai raccroché. Pas avec rage, avec cette tranquillité qui vient quand on a déjà pris la décision et que le corps s'aligne enfin avec la tête. Cette semaine-là, Lucien est venu à Montpellier m'apporter une boîte avec des affaires de mon enfance que ma mère a trouvées en nettoyant la chambre qui était la mienne à mon village. Dedans, il y avait une photo de mon père dans le champ, un cahier de primaire avec l'écriture de travers d'un enfant qui croyait encore que le monde était juste et une toupie en bois qui sentait le vieux cèdre. Lucien s'est assis par terre dans mon nouvel appartement parce que je n'avais toujours pas de chaise et il est resté à regarder la boîte. Tu te souviens quand papa nous emmenait au champ et nous faisait porter des sacs? A-t-il dit, j'avais environ 9 ans. Le sac pesait plus lourd que moi. Et tu ne t'es jamais plaint. C'est ça ton problème, Thibaut. Tu ne te plains jamais. Tu portes et tu portes jusqu'à ce que ton dos craque. Il m'a regardé longuement. Il ne l'a pas répété comme pour vérifier que la phrase était vraie. Ensuite, il s'est levé, est allé à la petite épicerie du coin et est revenu avec 2 bières blondes froides et un sachet de cacahuètes. Nous les avons bu en silence, assis par terre, le dos appuyé contre le mur blanc que j'avais moi-même peint. Nous n'avons pas eu besoin de dire quoi que ce soit de plus. Lucien est retourné à Moggio cette nuit-là avec la camionnette qui sentait le chien mouillé et je suis resté avec la toupie en bois sur l'étagère à côté de la cafetière italienne. 2 objets de mondes différents qui partageaient maintenant le même espace, comme les parties de ma vie qui finissaient par cesser de se battre entre elles. La vie à Figrolles s'est construite toute seule.
La dame du rez-de-chaussée, Madame Colette, m'offrait des plats mijotés le samedi parce qu'on voit que vous ne mangez pas bien, jeune homme. Grégoire passait toutes les 2 semaines pour vérifier ses plantes et nous restions à discuter sur le toit jusqu'à ce que le ciel devienne orange au-dessus de la ville. Il m'a raconté que sa femme l'avait quitté il y a 8 ans et que les premiers mois, il avait cru qu'il allait en mourir. Mais on n'en meurt pas, mon vieux. On meurt de rester là où on n'est pas aimé. Au travail, Marcel m'a proposé de coordonner un nouveau projet. Des installations solaires pour des communautés rurales dans l'Hérault. Cela signifiait voyager 3 ou 4 jours par semaine, dormir dans des villages où le signal de téléphone portable est un souvenir lointain et manger ce qu'il y avait. J'ai accepté sans y penser. La première communauté fut un village près de Lodève. Nous sommes arrivés dans une camionnette chargée de panneaux et d'outils par un chemin qui semblait conçu pour détruire les reins. Le village était au sommet d'une colline avec un vent qui soufflait si fort que j'ai dû attacher ma casquette avec un mouchoir. La mère, une femme de 50 ans avec des tresses et des sandales, m'a reçu avec une assiette de légumes et une phrase qui m'a laissé pensif pendant 3 jours. Ici, l'électricité n'est pas un luxe, c'est la dignité. Dignité. Ce mot est resté collé à moi comme l'odeur du pain frais sur les vêtements après une boulangerie, car c'était exactement ce que j'avais récupéré en quittant la maison d'Aurore. Pas la liberté, pas la vengeance, pas l'orgueil, la dignité. La version la plus simple et la plus difficile de toutes les choses qu'un homme peut perdre sans s'en rendre compte. Dans ce village, j'ai dormi 3 nuits dans une pièce simple à côté de la maison de la mère. Le lit était un lit de camp avec une couverture qui grattait, mais qui réchauffait comme une étreinte de grand-mère. À 4 heures du matin, le son des poules et le crépitement du bois de chauffage dans la cuisine enfumée d'une voisine me réveillaient. Je prenais au petit déjeuner un bol de café au lait et des tartines fraîchement préparées qui avaient une autre saveur, un autre poids dans la main, comme si la nourriture était différente quand elle vient de la terre que tu foules. L'installation a pris 1 semaine. J'ai travaillé avec 3 jeunes du village qui n'avaient jamais vu un panneau solaire de près, mais qui apprenaient vite avec cette intelligence pratique qu'ont les gens qui savent faire beaucoup avec peu. L'un d'eux, Léon, un gars de 17 ans avec des mains de maçon et des yeux d'ingénieur, m'a demandé le 3e jour, « Et vous, pourquoi vous vous promenez seul ?» Je lui ai dit la vérité, parce que quelqu'un m'a appris qu'il vaut mieux être seul que de trop. Léon a acquiescé comme si c'était la chose la plus logique du monde. À cet âge, certaines vérités entrent sans résistance. J'ai passé 6 mois comme ça, voyageant entre les villages de l'Hérault et de l'arrière-pays, installant des panneaux, formant les gens du coin pour qu'ils puissent assurer l'entretien de base. Dormant dans des chambres prêtées où le matelas était parfois une natte et l'oreiller une couverture pliée. Et chaque soir, avant de dormir, je sortais mon carnet et j'écrivais. Pas un journal, plutôt des notes, des choses que je voyais, des phrases que j'entendais, des idées pour améliorer les installations. Je n'avais jamais écrit auparavant. Aurore se serait moquée. Maintenant tu es poète. Mais Aurore n'était pas là et le carnet ne se moquait de rien. J'ai rencontré Adèle dans un petit village de l'Hérault, dans une petite auberge où nous avons tous les deux commandé le plat du jour en même temps. Elle était institutrice rurale, de celles qui marchent 1 heure pour arriver à leur école et qui portent les manuels scolaires dans un sac à dos qui pèse plus lourd que certains de ses élèves. Elle avait un rire qui ne demandait ni permission ni audience, il sortait simplement comme l'eau d'une source qui n'a pas besoin de tuyauterie. Nous avons mangé ensemble 3 fois avant que je n'ose lui demander son numéro. Ce n'était pas une relation pansement, ce n'était pas un trophée. C'était une personne qui, quand je lui ai dit que je travaillais avec des panneaux solaires, m'a demandé « Et ça te plaît ?» Personne ne m'avait demandé ça. Aurore savait ce que je faisais, mais elle n'a jamais demandé si ça me plaisait. Pour elle, mon travail était la source de la moitié du loyer, pas une vocation. Avec Adèle, les choses ont été lentes. Nous nous voyions quand nos itinéraires coïncidaient, c'est-à-dire toutes les 2 ou 3 semaines. Nous parlions au téléphone quand il y avait du réseau. Elle m'envoyait des photos des dessins que faisaient ses élèves et je lui envoyais des photos des couchers de soleil depuis les toits où je travaillais. Une fois, elle m'a envoyé un message audio de 2 minutes où l'on n'entendait que le vent sur la colline de son village. Pour t'accompagner, a-t-elle dit. Je l'ai gardé. Je l'ai toujours. J'ai su pour Aurore comme on sait pour les tremblements de terre lointains, par la vibration qui arrive tardivement. Madame Josette m'a raconté qu'elle n'avait pas renouvelé le bail et avait déménagé dans un appartement plus petit dans un autre quartier. Mathilde a cessé de me suivre sur les réseaux, ce qui était sa façon de clore un chapitre. Baptiste m'a envoyé un message des mois plus tard.
Mon frère, je respecte ta décision. Aurore traverse une mauvaise passe, mais bon, chacun sa vie. Je n'ai pas répondu. Pas par rancune, mais parce que je n'avais rien à ajouter. Un an après mon départ, j'étais sur le toit de l'appartement de Grégoire, en train d'arroser les pots de fleurs qui étaient maintenant un peu les miens aussi, quand mon téléphone a sonné. Le numéro d'Aurore. J'ai hésité une seconde. J'ai décroché, Thibaut. Sa voix sonnait différemment, plus basse, sans le vernis professionnel. Dis-moi. Je voulais te présenter des excuses. Pas celles d'il y a un an, qui étaient pour que tu reviennes. De vraies excuses. Je me suis très mal comporté avec toi. Pas seulement cette nuit-là, tout le temps. Je t'ai traité comme si tu étais remplaçable. Et tu ne l'étais pas. Je me suis assis sur un seau retourné. Le soleil de l'après-midi tapait sur ma nuque. Merci de l'avoir dit, ai-je répondu. Tu vas bien? Je vais bien. Tu es avec quelqu'un? Oui. Long silence. Je pouvais entendre sa respiration. C'est une bonne personne? C'est une bonne personne. Ça me fait plaisir. Sa voix s'est un peu brisée sur la dernière syllabe, mais s'est vite ressaisie. Prends soin de toi, Thibaut. Toi aussi, Aurore. Nous avons raccroché. Je suis resté sur le toit jusqu'à ce que le ciel prenne ce violet qui n'existe que dans les vallées de l'Hérault, quand le soleil se cache derrière les collines et que la ville entière semble respirer plus lentement. Les pots de fleurs de Grégoire fleurissaient, des plantes violettes qui n'arrêtaient pas de pousser, désordonnées et têtues, comme les choses qui poussent quand personne ne leur dit à quoi elles devraient ressembler. Je suis descendu, j'ai mis la cafetière italienne sur la cuisinière et j'ai attendu le gargouillement. 4 €. C'est ce qu'a coûté la cafetière, 4 € et la décision d'emporter ce qui était à moi. Parfois, les choses les moins chères sont celles qui ont le plus de valeur et les plus chères sont celles qui te font payer sans que tu t'en rendes compte. Avant que l'on me dise que j'ai été trop froid, laissez-moi mettre quelque chose sur la table. Aurore n'était pas un monstre. C'était une femme qui avait appris que pour survivre dans son environnement de travail, elle devait projeter une image d'indépendance absolue, qu'elle n'avait besoin de personne. Et cette armure, elle l'a gardée à la maison. Il y a des gens qui confondent la force avec la cruauté et ne s'en rendent même pas compte. Cela ne la justifie pas, mais cela l'explique. Or, cela ne change rien à ce que j'ai ressenti, car à la fin de la journée, les intentions comptent, mais les mots laissent une marque. Et quand quelqu'un te réduit à une fonction devant d'autres personnes, peu importe s'il jouait la comédie ou s'il le pensait vraiment, le mal est déjà fait. Commentaire, je tenais à partager avec vous ce qui m'a le plus touché dans ce témoignage. C'est cette force tranquille qu'on gagne quand on décide enfin de ne plus accepter ce qui nous diminue chaque jour. Poser des limites claires n'est pas égoïste, c'est simplement respecter sa propre valeur et celle des autres. La gentillesse véritable commence toujours par celle qu'on s'accorde à soi-même dans les moments difficiles. La guérison arrive doucement quand on choisit de s'entourer de calme plutôt que de continuer à supporter le chaos. Prendre ses responsabilités face à ses choix, même quand c'est douloureux, c'est ce qui nous libère vraiment sur le long terme. J'espère que vous prendrez un moment pour réfléchir à vos propres relations et à ce qui vous rend vraiment heureux. Et que vous oserez choisir la paix quand elle devient nécessaire pour avancer. Vous méritez tous d'être traités avec dignité et respect, sans exception. Merci d'être là, prenez soin de vous et à très bientôt. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.